y a de ces histoires inspirantes et j'ai l'occasion d'en faire. Et c'est d'ailleurs une suite d'une histoire dont je vous ai déjà parlé, qui est publiée sous forme de livre, qui s'intitule Ralph Storey, Croire au-delà de l'impossible. C'est une préface de Chantal Lacroix, parce que c'est une suite de données au suivant. Et c'est Pierre Duplessis qui écrit ça aux éditions Un Monde Différent. Pierre Duplessis est le père de Ralph. Et Ralph était venu à 2 reprises. Il était à Trois-Rivières, c'est la première fois qu'il vient s'asseoir avec moi. Il était venu à 2 reprises me parler de son rêve d'aller chez Pixar sur la côte ouest américaine. Lui qui est autiste et à qui on ne donnait pas grand chance de se réaliser dans la vie quand il était jeune. Et il a réussi à se réaliser bien encore plus. Alors son père a été assez stimulé pour écrire un livre sur la question. Ils sont tous les deux avec moi. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va très bien, vous? Écoute, t'étais un petit bonhomme là, quand t'es venu. En quelle année? T'es venu me voir? 2014? Oui, exactement. Vous l'avez 4 ans. Ah oui, et il a coulé beaucoup d'eau sous les ponts depuis ce temps-là. Beaucoup. Et tu fais quoi dans la vie maintenant? Maintenant, là, je suis à ma dernière année en animation 3D au Collège Barthes. Et puis là, on se prépare vraiment pour un démo, justement. Et puis, prochaine session, en janvier, on va devoir se chercher un stage / un emploi pour pouvoir, dans le fond, se percer dans le monde du travail. La vraie vie, là. Oui, la vraie vie. La vraie vie autonome. Mais quand on lit votre livre, quel chemin parcouru? On dit que ça n'a pas de bon sens, parce que quand tu es venu, les 2 fois que tu es venu, d'ailleurs, j'ai vu dans le livre que vous aviez eu beaucoup de courriels, bien imaginez-vous que j'en ai vu, moi, des centaines après ça, des gens qui disaient... Mais coudonc, ça se peut-tu? Il devait pas être très autiste là, pour être capable de s'exprimer comme ça, pour être capable de se réaliser, puis d'aller sur la côte ouest américaine. On vous racontera un peu dans le détail pour ceux qui s'en souviennent pas tantôt. Mais c'était pas un vrai autiste. Et là, on voit dans le livre que c'était le cas. On part de loin. On part de loin avec Raphaël. C'était un autiste non-verbal qui faisait des crises. C'était assez profond. Puis les gens, ils voient pas le chemin parcouru. C'est sûr, ils voient Raph maintenant, mais il y a eu tout un chemin, là. Et vous racontez comment vous avez découvert qu'il était autiste, et ça prend un petit bout de temps avec les parents acceptent, là, aussi. Là. Ça, oui. Ça, je l'avoue, j'ai été dans le... ça a pris du temps avant que je l'accepte. Puis, heureusement, il y a eu ma femme, Manon, qu'elle, tout de suite, elle est rentrée en mode... je m'informe, je lis sur le sujet, puis on va l'aider. Puis moi, c'était comme... Oh, c'était difficile. Est-ce que tu te souviens de ta petite enfance? Parce qu'il parle des années qui n'étaient pas faciles. Il rentrait dans ta chambre, puis quand tu rentrais en colère, il n'y avait plus de chambre après ça. Ah oui. Oui, ça, c'est pas mal les seules images que je me rappelle de moi qui défonce tout dans ma chambre. Et puis mon père qui avait comme bloqué la porte. Hey, ça, là, c'est pas mal un des seuls moments que je me souviens de avant 7 ans. C'était des degrés de colère énormes. Tu te fâchais. Ah oui, vraiment, vraiment. Puis pourtant, c'était vraiment... Mon inconscience prenait le dessus sur moi, dans le fond. Parce que c'est vraiment comme... Mon autisme était vraiment dans mon inconscience. Fait que j'agissais comme bizarre dans le monde réel. Puis avec ça, bien, mes parents, ils ont marqué des tics. Et puis... Lorsque j'ai eu des évaluations de docteurs, de médecins, j'ai eu un diagnostic. Et puis après ça, bien là, mes parents, ils m'ont aidé à pouvoir vraiment m'intégrer dans le monde réel. Ce qui est intéressant dans le livre, c'est que on ne peut pas dire que vous donnez des conseils, mais vous tracez des balises parce que vous avez vécu des expériences, puis vous dites, c'est de ne pas faire ce qu'on a raté ou de faire ce qu'on a réussi. Et vous donnez des exemples très concrets. Entre autres, au début, vous dites, il faut, avant l'école, parce qu'il y a une réalité, quand tu vas à l'école, c'est une réalité, puis quand tu n'y vas pas, c'est autre chose. Oui. Et donc, ce qu'on comprend, c'est que, d'abord, c'est la communication qui est très difficile. Il ne parlait pas, et il a fallu sortir. Vous avez apporté même des pictogrammes. Vous expliquez dans le livre, là, vous avez apporté des pictogrammes. C'est un système, dans le fond, qui était... c'est un système de communication qui s'appelle le PEX. Et Raphaël était incapable de formuler des demandes. Donc, c'était la seule manière qu'il était capable de communiquer. Si on peut le montrer. Et ça, c'est jusqu'à quel âge, ça? Ça, c'est jusqu'à 3 ans et demi, 4 ans. Oui, à peu près. Avant que Raphaël soit capable de communiquer ses demandes. Et il y a quelque chose, il y a un parallèle qu'on peut faire. Mettons que je vous apporte en Chine et que vous n'êtes pas capable de vous exprimer, vous avez besoin de manger, d'aller aux toilettes. Vous ne connaissez pas la langue, si on vous donne des petits pictogrammes comme ça, vous allez être capable de vous débrouiller. Donc, c'est un peu le parallèle qu'on peut faire. Raphaël était en Chine avec nous autres, dans le fond, dans le monde, et sa manière de communiquer, il était incapable de dire « je veux du jus, je veux du lait ». Fait que nous autres, on ne comprenait pas. Fait que d'où les crises, parce que
il venait fâché, là. Tu fâchais, il ne comprenait rien. Ouais, C'est ça. exactement. Et en même temps, c'est ça. C'est quand il se pétait la tête à terre, je pouvais pas comprendre, moi, qu'il voulait du lait ou du jus. Et là, un coup ça instauré, ben là, il était capable de faire ses demandes. Il y a une dimension qu'on comprend, la lecture de ça. Je savais, mais on dirait que c'est plus incarné en lisant dans un livre. Il y a de l'hypersensibilité, là, à la lumière, au toucher. Est-ce que ça se contrôle? Quand tu vois de la lumière, ça t'éblouit? As-tu encore des éblouissements? Ou si on te touche, est-ce que c'est plus... non, zéro. Tu as appris à contrôler ça? Là? J'ai appris à contrôler ça, en fait. Parce qu'avant, j'étais vraiment comme hyper sensible. Mais maintenant, écoute, avec toutes les affaires qu'on a apprises, avec les feux d'artifice, me mettre des cocombes sur la tête, pour lorsqu'on écoute des feux d'artifice, pour pas que ce soit trop intense. Pour apprivoiser ça tranquillement. Puis, exactement. Des coquilles. C'est avec des coquilles, oui, exactement. Des cocombes, ça. Oui, des cocombes, oui, exactement. Ça n'aurait pas été très élégant. Oui, exactement. Mais en réalité, c'est ça. C'est avec... c'est des méthodes de même que j'ai appris à comme contrôler mes sens. Parce que justement, comme parent, on le sait pas parce qu'on n'est pas parent d'autisme, mais quand on le lit, là, et puis vous l'expliquez, on comprend que, entre autres, tu parles de feu d'artifice, c'est omniprésent dans ton développement. Là, ah oui. Il y avait une peur bleue, là, il aurait pu tuer du monde. Non, tout à fait. C'était le débarquement de Normandie pour lui. Là, ça explose de partout, c'était intense. Mais Manon et moi, à chaque fois, on allait comme un petit peu plus loin. On restait 5 minutes de plus, on y mettait des coquilles sur la tête. Puis là, on essayait d'autres choses, de fois en fois. Puis à un moment donné, jusqu'à temps qu'ils réussissent, un moment donné, je ne sais pas si tu t'en rappelles, Raph, à travers l'appareil photo, on a eu comme ce flash-là. Il a regardé les feux d'artifice à travers l'appareil photo. Et là, il sentait comme une barrière. Puis il se sentait en sécurité. C'était la première fois qu'il a réussi à voir ça. Parce que tu comprenais que le bruit venait de cette image-là? C'est un peu le lien entre les deux. Oui, ça, c'est les liens qui sont difficiles pour toi à faire. Oui, exactement. Parce que moi, je faisais le lien que les feux d'artifice, ça avait même lui que des explosions. Alors pour moi, c'était comme une explosion. Oui, voilà. Ouais. Exactement. Mais donc, ça prend beaucoup de pédagogie, c'est ce qu'on comprend, parce que là, on parle de parler, mais et je savais pas, aller aux toilettes, t'as comme une rétention. Pourquoi? Parce que c'est la sensation, les sensations qui font mal? Ou... Le bruit aussi de la toilette qui flush. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais? Il y avait ça. Il a fallu travailler ça. Puis en même temps, à un moment donné, je pense qu'il y avait eu une fois que ça t'avait fait mal, t'es resté avec cette sensation-là. Il s'en souvient. Oh mon Dieu! Et puis, t'es resté avec cette sensation-là. Puis là, ben, à partir de là, il y a comme, c'était final, il ne passait plus rien. Ben moi, j'ai davantage compris l'autisme en lisant ce livre-là. J'ai compris qu'il y avait de l'hypersensibilité. C'est comme si il y a des gens qui sont plus sensibles au froid. Et toi, tu étais à tout, à toutes les sollicitations, là, finalement. Oui, voilà. Alors, donc, ça va bien jusqu'au primaire. Vous acceptez ce diagnostic-là. Vous dites, on s'en va en modèle, on combat, puis vous essayez de trouver des solutions que vous expliquez dans le livre. Mais arrive l'école. Et là, l'école, ça, vous dites, c'est un combat perpétuel. Vous avez la montagne russe et il y a des gros bas là, dans votre vie. Ah oui, tout à fait. Parce que l'école n'était pas prête à accueillir les gens différents. Puis on se faisait toujours dire, oui, mais ce ne sera pas équitable pour les autres. Ça, c'était la phrase qui revenait souvent. Puis là, ben, il fallait se battre contre ça. L'équitabilité, les adaptations, l'incompréhension aussi de l'état de Raphaël. Pourquoi il est comme ça? Donc, il a fallu expliquer. Nous-mêmes, en tant que parents, il a fallu faire de la pédagogie avec les gens du milieu. Heureusement, Manon et moi, ma conjointe, on est deux enseignants. Je pense que ça l'a aidé. Ça l'a aidé beaucoup qu'on aide le milieu. Mais vous avez cru en lui quand même. Parce que s'il n'est pas stimulé, ce que je comprends, tu ne serais pas capable de t'exprimer comme tu t'exprimes là ou de vivre une vie autonome. Là. Zéro. C'est sûr. Oui, c'est vraiment là. Il y a des batailles que j'ai faites de mon propre intérieur, mais c'est beaucoup mes parents qui m'ont aidé à me sortir de mon autisme, en fait. C'est ça, parce qu'on a l'impression que tu es comme prisonnier d'une camisole de force, puis il faut enlever les lanières là, pour te libérer. Et ça se fait couche par couche, c'est long. Si on va à la pause, on va parler du processus. Et comment ça a explosé quand tu as vécu ces rêves-là dont on a parlé à la télévision dans 3 minutes après la pause.
Avec moi, Pierre Duplessis, qui est accompagné de son fils Raphaël. Il a écrit Ralph Story, croire au-delà de l'impossible. Alors, on parlait de ta condition d'autiste. C'est pas facile au primaire. Il faut se battre pour avoir des ressources. Il faut se battre pour avoir un diagnostic aussi. Surtout, oui. Et il y a même quelqu'un qui me pose la question, pourquoi tu veux tant que ça un diagnostic? Et pourquoi y écrire dans le fond? Mais vous dites, j'aurais pas de service s'il n'y a pas de diagnostic. Exactement. Puis l'approche des médecins, c'était, ouais, mais tu sais, on veut pas y apposer une étiquette. Mais moi, mon but, c'était, oui, mettez-en partout des étiquettes parce qu'après ça, on va avoir le mode d'emploi. Ouais. On va avoir les services qui vont avec. Alors, vous avez finalement eu ces services-là. Arrive le secondaire, là, c'est encore plus délicat. T'as mangé des claques à la gueule au secondaire? C'est ce que j'ai compris. Bien, dans le fond, des claques à la gueule, je te dirais non, zéro. Là. Au primaire. Mais au primaire. C'est au primaire. Ah, j'avais compris en disant que c'est au secondaire. Oui, non, c'est exactement plus au primaire, en première année surtout. Parce que j'étais d'une école différente, puis l'intimidation, et puis les préjugés des autres, ça allait pas du tout. Vraiment, je me faisais enlever des fois ma tuque dans le bus, puis les gens la lançaient, tu sais. Ouais. Fait que, écoute, je me sentais vraiment pas bien. Puis, avec ça, bien, j'ai dit à mes parents, j'aimerais bien ça, changer d'école, tu sais. Puis, mes parents aussi s'en sont rendus compte que j'allais pas bien pantoute. Alors, ils m'ont changé d'école. Ils m'ont mis à l'école primaire où est-ce que ma mère travaillait. Puis, à partir de ce moment-là, écoute, il y avait du monde super extraordinaire. C'était à l'école de Sainte-Flore, vraiment une très belle école. Et tu arrives au secondaire. Au secondaire, ben là, c'est une autre réalité. Hein? Oui. C'est quoi les problèmes plus liés au secondaire? Ben, les problématiques, c'est plus au niveau de l'accompagnement, au niveau d'avoir quelqu'un avec lui en classe. Ouais. Ça, c'est plus, le système est comme, faut prouver des trucs, faut apporter des papiers. Même des fois, il a fallu se battre contre des directions qui n'ont pas voulu, qui voulaient pas dispenser certains services. Et il n'y a pas de stabilité, ce que j'ai compris. T'aurais eu 9 éducatrices? Vraiment, CRDI. Puis à chaque fois, il faut recommencer parce que c'est une nouvelle personne. Et on sent de la résistance chez toi. Tu n'aimes pas ça quand tu arrives, ça te déboussole quand tu arrives avec quelqu'un de nouveau. Là. Bien, mais dans le fond, c'est surtout lorsque j'arrive avec quelqu'un qui était si extraordinaire que ça, puis qu'après ça, on me remplace par quelqu'un d'autre, je suis comme, voyons donc, pourquoi vous faites ça? Pourquoi moi? Et au secondaire, tu te fais un ami, Jérémy. Oui, Jérémy, au primaire. C'est au primaire aussi, celui-là? Oui, bon, je me lève mon primaire sur mon secondaire. Je viens juste de le finir le livre. Mais donc, tu as des amis. C'est important, les amis aussi. Hein? On se rend compte de ça. Et donc, tu as des aspirations, puis tu commences à t'exprimer. Et on sent qu'il y a comme un moment charnière, je ne sais pas à quel âge, là, où là, l'expression orale, là, ça débloque là, tout d'un coup. Là. Ça débloque pas chez tout le monde, ça, quand même. Non, c'est sûr que moi, je pense que la stimulation précoce, plus qu'on les prend jeunes, plus qu'on les stimule tôt, on est capable de développer ça rapidement. Alors, tu vas même jusqu'à t'inscrire à des compétitions, comment ça s'appelle, secondaire en spectacle? Oui, exactement. Et là, vous êtes un peu dubitatif là, quand il décide de... Parce que allez, tu sais, quelqu'un qui était fermé, qui n'était pas capable de dire un mot, puis qui disait hey, « je vais aller sur une scène et vous avez peur un petit peu? Bien, j'ai peur parce que, justement, d'un côté, je dis « wow, c'est extraordinaire, mon petit gars qui parlait pas, qui va aller sur une scène. » Mais d'un autre côté, j'ai comme « est-ce qu'il va faire rire de lui? Est-ce que ça va être comme perçu comme ridicule ou tout ça. » Mais moi, j'ai comme dans mon idée, je le freine pas, on essaye, on le coach, puis c'était un coup de cœur, ça a super bien été. C'est parce qu'il m'est arrivé aussi avec une chanson de Jerry Boulet, Un beau grand bateau. Et là, je me suis assis et j'ai comme réalisé la portée des mots de Jerry Boulet dans la bouche d'un autiste. Oh là là, ça a été comme... On va l'écouter, ça a été enregistré. On va regarder un petit peu. C'est bon. C'est bien de votre faute si je me rappelle à vous. Vous m'avez monté au beau grand bateau. Vous m'avez fait de bien grandes vagues. Si on se passe pour couper le Alors, comment tu t'es senti sur une scène? Hey, wow! J'étais vraiment là, c'était impressionnant. C'était impressionnant de rentrer d'une scène comme le Centre des Arts à Shawinigan. Il y avait combien de places à peu près? 400-500 personnes. Oui, 400-500 personnes d'une scène. Sentais-tu que t'impressionnais les autres aussi, à commencer par tes parents, là? Ah oui, vraiment, là. Puis c'est sûr qu'au début, on a souvent comme un petit trac juste avant d'embarquer sur scène, parce que tu te dis, faut que tu passes bien ça, faut que tu passes bien ça. Mais quand tu arrives sur scène, j'ai fait comme...
quand je suis arrivé sur scène, j'ai fait comme garde. Je vais y aller, je m'amuse, j'ai du fun. Tu as eu du fun. Puis j'ai eu du fun sur C'est ça scène. que ça prend, absolument. Puis j'ai comme super bien agi sur scène, tout. J'ai gesticulé. Puis après ça, les gens à la fin, j'ai eu une superbe de grande surprise que je m'attendais surtout pas. Une ovation debout. Les gens ont fait une ovation debout à la fin, puis j'étais vraiment impressionné. Là. Et ça se connecte avec une conversation que tu as eue avec ta mère qui te dit un jour, là, je ne sais pas pourquoi, tu as le moral dans les talons, puis elle te basse un peu, puis elle dit tu as le choix de subir ta condition ou d'être un modèle. Oui. Puis tu as dit OK, je vais travailler, je vais être un modèle. Exactement. C'est important, cette conversation-là. Là. Oh, vous la relevez dans le détail. Là. Oh, oui, c'était un moment très émouvant parce que notre fils, on voyait il réalisait sa condition. Puis je pensais que ça arriverait un jour, mais pas si vite que ça. Il était en 6e année. Puis il m'a dit, il nous arrive à table et il dit « Qui m'a fait comme ça? Pourquoi je suis comme ça? » Parce qu'il voyait ses amis avoir des petites blondes, faire du vélo, puis il sentait ses limitations. Puis là, ben, qu'est-ce que tu réponds à ça? Il faut que tu fasses attention pour ne pas y implanter une idée qui va rester. Puis c'est là que Manon, ma blonde, a eu le réflexe magique de dire « OK, s'il y avait une pilule qui existait pour te guérir, Raphaël, on te l'achèterait, mais elle n'existe pas. Qu'est-ce que l'autisme t'empêche de faire? Ça, par contre, on peut t'aider à surmonter ça. » Et là, à partir de maintenant, tu choisis. Tu te roules en boule à terre, puis tu pleures. Ou tu te lèves debout, tu deviens modèle. Et là, les années suivantes, on le sent, là, tu te donnes des défis, tu les réalises. Après, tu t'es retrouvé, il y a une série d'événements dont vous parlez, tu t'es retrouvé au Téléthon, tu as chanté avec Nicolas Ciccone. Exactement. Et puis, tu es venu me raconter que tu t'es retrouvé en Californie, en stage, en anglais, en plus de ça. Et Pixar t'a recommuniqué avec, tu es venu me raconter ça à la télévision, recommuniqué avec toi pour, tu es un peu... Ils t'ont pris sous leur aile, dans le fond, le Pixar. Là. Ils t'ont amené là-bas, mais tu as eu une autre conversation avec ces gens-là par Internet? Là? Oui, exactement. Bien, j'ai eu une très belle surprise en regardant mes messages par Facebook. Puis j'ai eu une belle surprise d'un employé chez Pixar qui m'a écrit, puis qui m'a dit, par exemple, « Salut, on voulait dire félicitations pour la Californie et tout. » Et puis quand j'ai vu son nom, j'ai été super impressionné, vraiment. J'ai fait venir mon père, puis j'étais comme, non, j'en reviens pas, là. C'est un grand, là. C'est super grand. Un des top-notch de la compagnie. Oui, un des top-notch, là. Et c'est pour ça que tu étudies là-dedans actuellement, là. Tu me disais que tu étudies là-dedans, là. C'est grâce à Pixar, dans le fond. C'est grâce à les making-of que j'écoutais quand j'étais jeune. Puis, surtout, grâce aux films d'histoire de jouets, puis de Monster Inc., puis de Nemo, que j'ai toujours adoré regarder. Donc, ton imaginaire à toi t'a permis de t'asseoir dans la réalité, parce que tu étais fermé, tu n'étais pas dans la réalité, puis vous le racontez, les films de Disney, puis tous ces héros-là, tu t'es connecté à ça. Tu es tellement connecté que ça t'a amené en Californie, et ça t'a donné le goût de faire de l'animation 3D, puis tu es là-dedans. Et là, tu me disais tantôt que tu t'en vas en appartement, ce sera pas long, là, ou es-tu déjà en appartement? Je suis déjà en appartement, depuis 2 ans. Ah ouais, alors Papa Poule, il a laissé aller sans problème? Oui, tout à fait. Mais à un moment donné, tu te dis, le rêve continue, on y mettra pas des béquilles. C'est sûr que des fois, on s'assoit et on se dit, hey, on est-tu... C'est quelque chose. On est 2 parents d'enfants autistes, puis on le laisse aller comme ça. Moi puis ma blonde, il a fallu qu'on jase pas mal, mais ça... C'est sûr qu'il y a des degrés d'autisme. On ne peut pas faire ça avec tout le monde, mais c'est important de souligner que tu étais un cas quand même assez important. Là, oh oui, hein? Oui, je veux que les gens le réalisent, parce que comme on a entendu, il ne devait pas être si profond que ça, puis ça. Non, Raphaël part de très, très loin, puis maintenant, de le voir comme ça, c'est une fierté. Je trouve ça assez extraordinaire. Ça s'appelle Ralph Story, croire au-delà de l'impossible, une préface de Chantal Lacroix, parce que Chantal t'a donné un coup de main aussi, t'as passé à la télévision. Si vous voulez avoir ces détails-là, ben, vous les aurez dans le livre qui est très intéressant à lire. Merci beaucoup, Pierre. Merci beaucoup. Raphaël. Merci beaucoup. Bye-bye. Merci.